Libre de droit, un podcast pensé par l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Fondée en 2009, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme crée un lien unique entre près de 200 associations de protection des droits humains et plus de 26 000 avocats et avocates engagés pour leur défense. Bienvenue dans cet épisode de Libre de droit, un podcast créé pour mettre en lumière les lacunes du droit, les initiatives individuelles qui permettent de faire bouger les lignes et réfléchir sur de nouveaux moyens d'action pour l'avenir. Dans cet épisode spécial dédié à la justice pénale des mineurs, la parole sera donnée à Océane et Antoine, deux jeunes accompagnés par l'association Grandir Dignement, qui à un moment dans leur vie ont été en conflit avec la loi. Ils vont nous partager leurs expériences, la relation qu'ils ont eue avec leur avocat et leur vision de la justice. Bonne écoute! Océane et Antoine, merci d'avoir accepté de témoigner dans ce podcast. Alors je vais commencer avec une première question. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment s'est passée votre expérience avec votre avocat ? Est-ce que vous vous êtes senti bien informé et bien accompagné ? Franchement, moi, tous les avocats même que j'ai eus, j'en ai eu 3. Sur les 3 avocats, ils m'ont tous bien expliqué comment parler, attendre toujours 2 secondes avant de parler, bien réfléchir aux arguments qu'on va donner et tout ça. Après, comment ça allait se passer aussi. Il me disait à chaque fois que la juge, elle pouvait décider de ce qu'elle voulait, mais que lui, il était là pour défendre justement ma cause et que l'autre avocat aussi était là pour défendre la cause de l'autre personne. Donc du coup, après, ça se passait plutôt bien. Ok. Et du coup, comment se sont passés les échanges avec ton avocat ? T'es-tu sentie comprise ? Franchement, ça va. Même quand il me posait des questions sur l'histoire, sur les histoires, les faits, tout ça, comment ça s'était passé, il comprenait bien. Après, il expliquait bien à la juge aussi. Donc, non, sur tout ça, à chaque fois, c'était correct tout le temps. Même, il me comprenait. Moi, je comprenais aussi tout ce qu'il m'expliquait. Donc, non, franchement, ça se passait bien tout le temps. Ok, donc si je comprends bien, même à partir des échanges qu'on a eus ensemble ce matin, vous diriez que votre expérience avec vos avocats, elles ont été plutôt positives, c'est ça ? Ouais. Plus considéré comme un proche même à certains moments de mon côté, on va dire, dans les discussions qu'un avocat simple, quoi. Dans le sens où il y avait vraiment ce rapport qui était bien mieux de mon côté qu'avec juste le premier avocat commis d'office que j'ai eu, avec qui ça a été juste du blabla dans le commissariat, quoi, et c'est tout. C'était commis d'office aussi, mais qu'après j'ai souhaité garder, donc on a payé après pour qu'il reste. D'accord. Et comment cette relation de confiance s'est-elle mise en place selon toi ? Dès le début, en fait, je pense que c'est plutôt surtout lui, on va dire, qui avait sa façon, en fait. On va dire qu'il était dans une bonne école, je pense, quoi, parce que vraiment, la façon dont il me posait les questions, dont il me parlait, il rentrait pas non plus trop dans les détails, savoir exactement ce que j'ai fait. Mais par contre, après, quand on passait devant la juge, que je lui avais expliqué les choses, j'avais presque plus besoin de rien redire. Il disait tout ce que je lui avais dit, il le disait parfaitement, quoi. Il expliquait très bien, donc ouais. Ok, et du coup, comment définirais-tu la relation que tu as eue avec cet avocat ? Un grand frère qui faisait pas la morale, c'est vraiment, non, il m'écoutait, ça se passait super bien, quoi, il y a eu aucun problème, okay. Très bien. D'accord, et du coup, à partir de cette expérience, justement, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont pour toi les qualités importantes que doit avoir un avocat ? Pas essayer de casser cette barrière de je suis avocat, t'es criminel, voilà quoi, t'as fait une connerie, qu'il n'y ait pas cette barrière, que vraiment ce soit juste 2 personnes qui parlent et puis qui expliquent les choses. Et toi, Océane, est-ce que tu as eu un petit peu la même relation qu'Antoine avec ton avocat ? Moi, ça va, c'était plutôt... c'était pas familier, mais on va dire... on avait une bonne entente, quoi. On était sur la même longueur d'onde, on se comprenait bien. Et du coup, ça veut dire... moi, j'aimais bien l'appeler, lui expliquer parfaitement l'histoire, comment elle était, que ce soit bien moi qui lui explique. Parce que des fois, ma mère, elle pouvait expliquer l'histoire et tout ça, mais vraiment avec lui, moi, je parlais et tout ça. Alors qu'avant, je me renfermais beaucoup avec les avocats. Je parlais pas avec eux parce que je me disais, il est là pour me défendre, je lui explique l'histoire vite fait, et puis voilà. Mais après, quand j'ai vu comment qu'ils étaient vraiment là pour nous défendre et que c'était mieux de lui expliquer tout parfaitement et tout ça, après, j'ai créé un lien de... Je sais pas comment je pourrais dire... mais amical.
quand même, genre, on leur parle de notre histoire, ça veut dire c'est quelque chose c'est personnel, tout ça, donc ça veut dire que ça doit pas aller aux oreilles de n'importe qui. Donc aussi, tous les avocats, ils sont censés garder le secret parce que c'est professionnel et tout ça, mais il y en a d'autres chez qui on aura plus de confiance que certains, en fait, c'est juste ça. Puis il y a un enjeu derrière quand même, on n'est pas juste là avec l'avocat en train de discuter comme ça, c'est que derrière il va y avoir une décision de justice, on peut à tout moment, par rapport à notre connerie, prendre de la détention. Donc faut vraiment que ça se passe super bien avec, quoi. Si on s'entend avec, qu'il nous comprend vraiment bien, je pense qu'il arrivera plus à expliquer à la juge et tout, à parler avec la juge, plutôt qu'un avocat qui va juste... écouter ce qu'on a fait et essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut dire pour que ta peine soit allégée, quoi. Ça c'est cool, la peine elle sera peut-être allégée, mais il y a moins de chances qu'avec un avocat de mon avis en tout cas. Oui, bien sûr. Et donc du coup, Océane, toi, pour un peu conclure sur cette question-là, quelles sont pour toi les qualités essentielles que doit avoir un avocat ? L'écoute, disponible et compréhensive. D'accord. Alors par contre, vous m'avez dit tout à l'heure que certains de vos amis n'avaient pas du tout eu la même expérience que vous avec leurs avocats. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer sur ça ? Il y a beaucoup d'amis à moi qui me disent que leurs avocats, ils n'ont rien fait du tout, qu'il n'y a jamais rien eu du tout, ils les appellent pas. Alors qu'avec vous, les avocats étaient beaucoup plus disponibles et vous pouviez les contacter. Un peu tous les avocats, ils ont une carte. Lui, il répondait vraiment... Genre tout de suite quand on appelait, ou par exemple des fois il était occupé ou un truc comme ça, il me rappelait tout de suite derrière dès qu'il avait fini. Enfin non, franchement moi je trouve que avec moi, en tout cas pour ma part, j'ai eu une bonne expérience. D'accord. Et alors justement par rapport à cette thématique de prise de contact avec l'avocat, est-ce que vous aimeriez pouvoir contacter vos avocats via d'autres plateformes, comme par exemple sur les réseaux sociaux ? Après, pas spécialement. Moi, je sais que sur mon numéro, ça suffit. Ouais. Après, je préfère pas forcément l'avoir sur les réseaux sociaux. Même par mail, encore, ça passe. Mais comme je sais pas trop m'en servir, par message, même numéro. Je sais pas, moi, je sais qu'il y a une application pour les médecins, Doctolib, où on peut prendre rendez-vous, discuter. Enfin, je sais pas si on peut discuter directement avec, s'il y a l'option là sur Doctolib. On peut faire des vidéos, des FaceTime. Ouais, des appels vidéo. Un système comme ça, à la rigueur, parce que c'est clair que réseaux sociaux, devoir donner, peut-être comme on en avait parlé, son Snap, son Insta à son avocat, on n'a peut-être pas trop envie qu'il voit ce qu'on poste dessus. À ce moment-là, un Doctolib des avocats, ça pourrait être intéressant, où on peut contacter notre avocat, qu'en fonction de notre région, il soit référencé dans cette région-là, et que puisse avoir un contact plus direct par message. C'est sûr que ça serait très pratique, oui. Et concernant du coup un aspect un petit peu différent, par rapport aux juges que vous avez rencontrés, quelle a été votre expérience avec ces derniers ? Moi perso, mes juges ils ont été très humbles avec moi, ils ont été très gentils. Avant de mettre une réelle sanction, indulgente, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, elles ont été très indulgentes avec moi. Jusqu'à... après, c'est moi, j'ai un peu abusé jusqu'à qu'elle me mette après une réelle sanction, un CER et tout ça. Mais sinon, en soit, non. Franchement, c'était des bonnes juges. Et toi, Antoine, tu m'as dit avoir eu une expérience un peu plus négative avec ta juge. Est-ce que tu peux nous expliquer en quel sens ? Elle a fait son travail. Elle l'a fait, elle a bien écouté, elle a bien transcrit les choses, tout ça, mais dans le sens où... la juge en elle-même, elle était pas cool. Elle faisait des mauvais commentaires, elle me jugeait moi. Il y a mes amis qui l'ont eu aussi, elle les jugeait à chaque fois. Ok, on a fait des conneries, mais c'est pas pour autant qu'il faut limite être insultant envers nous. C'est de la merde ce qu'on a fait, mais personne au fond de nous, non, on n'est pas une merde. Et concernant du coup votre audience, est-ce que vous êtes senti écouté au cours de celle-ci ? Est-ce que vous avez senti que votre parole avait été prise en compte ? Il y a des moments où j'avais pas forcément trop le temps, j'avais peut-être 5 minutes même pas pour dire ce que j'avais à dire. Et après c'était tout, c'était plié, c'était l'avocat qui avait parlé, mais j'aurais voulu rajouter des trucs, mais je ressentais pas la possibilité en fait, et j'ai l'impression que si j'allais prendre la parole, j'allais me faire taper sur les doigts en gros, que j'avais pas le droit à la parole à ce moment-là, quoi, pas du tout.
Après, c'est sûr que dans des affaires, on va dire, plus importantes imaginons quelqu'un qui a kidnappé 50 personnes, c'est sûr que là, on va bien lui laisser du temps pour s'expliquer. Mais dans les affaires, comme par exemple un jeune qui a été attrapé pour avoir vendu une barrette de shit dans la rue, on va même pas lui laisser 5 minutes, parce qu'on va se dire, ouais, il a vendu du shit, c'est tout ce qu'il a fait. Donc ouais, il a fait sa connerie, mais peut-être que le jeune, il a quand même des trucs à dire. Pas forcément une excuse, il n'y a pas d'excuse à avoir vendu du shit dans la rue, mais la situation dans laquelle il est, on peut être beaucoup influencé, à part l'entourage et tout dans lequel on se met, il y a beaucoup d'influence dans les quartiers, tout ça. Comprendre ça aussi, parce que en se disant que la personne, si on sait que la personne a été influencée, il y a peut-être moyen de changer ça, donc du coup de peut-être mettre, quitte à pas mettre de prison, mais dans un centre, je sais pas, moins sévère que la prison. Un truc où on peut réadapter les jeunes. Il y en a plein qui existent, des trucs comme ça en plus, des associations ou quoi. Non, mais pas que, il y a plein de trucs. Il y a des CER, des CEF. Oui, et justement, les CER, donc Centre éducatif renforcé, et CEF, Centre éducatif fermé, sont des alternatives à la détention. Vous avez tous les deux été placés dans des CER, Centre éducatif renforcé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos expériences dans ces centres et de ce que vous en avez retiré ? En fait, c'est des alternatives justement à la détention, c'est pour te faire comprendre en fait. Regarde là où t'es, calme-toi, arrête-toi, parce qu'après il y a le CEF et après le CEF il y a la prison. Donc en fait, moi je trouve que c'est une alternative, ouais, ça reste toujours dans le milieu carcéral, je suis d'accord, mais en allant là-bas quand même on réfléchit beaucoup sur nous-mêmes, parce qu'on n'a pas de téléphone, on n'est pas avec notre famille, on est dans un autre milieu, donc directement... Tout de suite, là, on repense à nos conneries et on se dit, ah ouais, quand même, elle m'a envoyé ici, après il y a ça, et après, elle peut plus m'envoyer dans les trucs là. Elle est obligée de m'envoyer en prison. Et toi, Antoine, du coup, tu as été placé dans un centre un petit peu similaire, c'est ça ? L'IPPJ, c'est en gros, c'est l'équivalent, ouais, CER, CEF, c'est la détention pour mineurs. Des éducateurs, il y avait des psys, c'était un accompagnement total. Et on était dans une cellule 3/4 de la journée, mais non, il y avait quand même des activités, il y avait de la menuiserie, du jardinage, on avait fait du jus de pomme qu'on était allé vendre après. On nous remet dans le truc, grâce à la détention, j'ai fait un séjour de rupture. C'est en gros, je suis parti 2 mois et demi au Bénin, en Afrique, sans téléphone, comme ça ils nous envoient là-haut pour couper en fait avec notre vie de maintenant et revenir, on va dire, dans un meilleur état, quoi. Et la preuve, ça a marché, je suis revenu depuis 2 ans, j'ai plus eu aucune histoire avec la justice, je me suis toujours pas fait contrôler dans la rue. C'était de l'humanitaire différent, j'étais dans des villages, vraiment, le village béninois, pas d'électricité, pas internet, pas d'eau, et j'allais travailler dans les champs, à l'église, et j'ai fait prof de maternelle pendant 1 semaine et demie. Il y en a en France, mais si en fait ils nous envoyaient au Maroc, c'est pas pareil. En fait, moi, j'ai eu ça. Je suis passée devant la juge. À la base, elle m'avait envoyé 6 mois. Après, elle a renouvelé. Je suis restée 1 an là-bas. Et en fait, c'est comme le truc que t'as dit. C'est pareil, en gros. On va dans un centre. C'est comme une rupture, en fait. C'est même pas comme un centre éducatif renforcé. C'est comme une rupture. On te coupe de tout. T'as pas de téléphone. Si t'as envie de parler avec tes parents et tout ça, t'écris des lettres, tu fais tout ça. Après, t'as des appels. Si le samedi, t'as le droit à 10 minutes d'appel avec une personne et 10 minutes d'appel avec une autre personne. C'était 1 fois par mois pour moi. Et c'est clair qu'on est bien coupé. Quand le matin, je vais me lever, aller chercher un seau d'eau dans le puits avec un bol, me le verser sur moi pour me laver. Quand tu reviens au bout de 2 mois et demi, 3 mois, tu penses plus pareil, hein. Moi, je voulais pas revenir parce que je venais d'avoir 17 ans. Et du coup, je me suis dit, là, je vais avoir 18 ans, ils peuvent me laisser là-bas. Parce qu'après, j'étais dans une famille d'accueil. Après, j'étais plus dans un CER. Je suis restée là-bas en famille d'accueil et tout ça. Et après, ça se passait bien. Moi, je travaillais dans un salon de coiffure là-bas. Du coup, pendant tout le long que j'étais là-bas. Ensuite, j'ai fait plein d'autres trucs. Et du coup, ça veut dire, moi, j'avais pas envie de revenir ici parce que je me suis dit, ils vont me renvoyer ici. Mais donc, ça veut dire, je vais devoir rechercher un appartement, un toit, quoi. Ensuite, rechercher un travail, refaire tout ça alors que j'ai déjà tout ça là-bas.
ça nous fait réfléchir énormément et puis ça nous apprend plein de choses et puis on voit une autre vision que ce qu'on voit ici, en France déjà. Parce que c'est pas pareil du tout. Mais ouais, quand je suis revenu, ça fait un changement quand même, ça fait un choc. Ça fait bizarre de revenir d'un coup comme ça. C'est plus du tout la même chose, là-haut tout est tranquille. Ouais, puis les gens aussi, hein, ils sont pas pareils. La mentalité des gens, la vision des gens et tout ça, franchement, c'est autre chose. Et c'est vrai que ça peut être très enrichissant de changer de pays et de cadre, comme vous l'avez fait. Alors j'aurais une dernière question pour conclure notre échange. Et ça serait, donc d'après vous, qu'est-ce qu'une bonne défense, qu'est-ce qu'une bonne justice? Et est-ce que vous pensez en avoir bénéficié? Il faut se donner les moyens, en tout cas. Après, un avocat, moi je dis, il sera toujours là pour te défendre. Même si tu auras une grosse peine et que, par exemple, l'avocat, il va toujours réussir à te la descendre au plus bas. C'est-à-dire le plus bas qu'il pourra demander, ça sera un CER si la juge, elle t'a mis vraiment une grosse peine. Donc après, la plupart du temps, l'avocat, il a souvent de bons arguments selon l'affaire du jeune ou de n'importe qui. Donc du coup, la juge, elle entend tout le monde. Et souvent, le CER, il est souvent accepté parce que la juge elle-même, en fait, elle le sait que c'est 6 mois de rupture, justement, et que c'est fait exprès, justement, pour remettre le jeune au bout de ses capacités, en fait. Et puis, parce que à chaque fois, nous, comme on est jeunes et tout ça, et qu'on veut justement viser plus loin et voir l'avenir tout de suite, et elle, justement, elle nous met là tout de suite au pied du mur, en fait, et c'est là tout de suite, regarde où t'es, et regarde aujourd'hui là ce que tu vas faire, et demain ce que tu vas faire. Et c'est comme ça qu'on va penser. Après, quand on va revenir, on va penser différemment tout de suite, tu vois. Donc moi, je me dis, un avocat, même s'il a réussi à avoir juste un CER pour moi, par exemple, au début, je prenais ça comme une punition, j'avais pas envie et tout ça. Mais après, quand j'étais là-bas, plus le temps il passait, et puis je me disais, mais en fait, au final, heureusement, il m'a mis là-bas. Parce que si la juge ou même l'avocat, il n'aurait pas donné de bons arguments pour que j'aille dans un CER, qu'elle m'aurait mis même dans une prison pour mineurs ou dans un autre truc, je pense peut-être soit mon cas, il se serait dégradé, ou en vrai, on ne sait pas, parce que vraiment, le CER, ça peut remettre un peu les méninges en route, on va dire. Ok, donc pour toi, un avocat qui défend bien un jeune, c'est quelqu'un qui va s'adapter à sa situation pour lui proposer à chaque fois des solutions qui vont lui permettre d'apprendre de ses erreurs, même si c'est par exemple un placement dans un centre éducatif renforcé. Ouais. Si vraiment il voit ta situation, elle est vraiment dégradée, t'as été au foyer, bon c'est bon, tu peux plus aller au foyer, t'as été chez ta mère, bon tu peux plus aller chez tes parents, tu peux plus rien faire, c'est la dernière solution. Vraiment pour te dire, vraiment là c'est le dernier truc que tu as pour te remettre dans une vie sociale en fait, c'est ça. Après moi je l'ai pris comme ça, il y a d'autres personnes qui le prennent pas comme ça, ils le prennent vraiment comme une punition et quand ils en ressortent, ils en ont pas vraiment tiré grand chose. Mais après ça dépend de qui veut avancer et qui veut réussir, ça c'est tout le temps comme ça. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial sur la justice pénale des mineurs. Nous remercions encore une fois chaleureusement Océane et Antoine pour leurs précieux témoignages. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur l'association Grandir dignement dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter pour suivre toutes nos actualités. À très vite pour un prochain épisode.